Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'ONU donne le feu vert à l'État du Cameroun de combattre énergiquement tous les groupes armés sur son territoire. Le Conseil de sécurité salue les efforts déployés et les progrès accomplis par les pays d'Afrique, l'Union africaine, et d'autres organisations régionales et sous-régionales dans la lutte contre le terrorisme, et l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme, dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité et conformément au chapitre 8 de la Charte des Nations Unies. Écoutons maintenant le décryptage de ce communiqué de l'ONU par le Dr Bertrand Tassinda. Écoutons. Fomogota, aussi pour votre avis sur ce communiqué des Nations Unies, qu'est-ce que cela signifie pour vous, M. Fomogota? Alors bonsoir madame et bonsoir au panel de Douala, sans oublier N'Djamena, et bonsoir monsieur Youm. Mais moi je vais toujours à la genèse des choses parce que je me rappelle du congrès de 1885 lorsque l'Occident a décidé de venir partager l'Afrique. Ça c'était une conquête très forte parce que vous ne pouvez pas aller conquérir quelque chose que vous ne connaissez pas. Et cette forme de rappel des Nations Unies aujourd'hui démontre que la nouvelle forme d'esclavage moderne veut être mise en place. On ne peut pas décider des nations sans pouvoir avoir les acteurs de ces nations sur la table. Il est inacceptable que l'ONU se décide un matin, nous avons discuté du terrorisme en Afrique, sur quelle base, sur quel fondement? C'est-à-dire qu'on a des États souverains, selon eux-mêmes, qui nous ont dit, ils nous ont donné des indépendances. Et si nos indépendances ne sont pas notre propre réalité, au fait que nous allons encore demander aux Nations Unies de nous aider à conquérir une autre forme d'éduquer nos populations. Lorsque les Africains doivent se mettre dans la conscience morale en disant que la démocratie qui est née en Afrique, en Égypte antique, il y a plus de 1 million d'années, ne peut pas être désavouée aujourd'hui. Ce sont les formes blanchies que l'Occident utilise pour nous ramener la balle en croyant qu'ils vont nous resoumettre à une soumission autre chose que ce qu'on connaît déjà. On ne peut pas libérer un peuple qui n'a pas son avantage, la liberté monétaire, qui n'a pas l'avantage, la liberté de la civilisation. Nous souffrons d'un problème de civilisation en Afrique. Tant qu'on ne fait pas ce qu'on appelle une révolte civilisationnelle, on ne peut pas avancer. J'ai toujours un problème avec des docteurs, des professeurs, qui nous ramènent toujours les idées de Platon, Montesquieu, en français, que les peuples africains, les moins, ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un véritable problème. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? On vous dit que l'Africain a un problème. Ce n'est plus l'amour du prochain. Nous sommes sortis de l'élan de notre spiritualité. On ne s'aime plus. On ne peut pas parler des peuples alors qu'il n'y a plus d'amour. Comment on peut te donner un fusil, d'aller tuer ton semblable, et que tu viennes et tu tires sur ton semblable pour demander à l'Occident de venir intervenir? Quel est cet amour donc? Parce que c'est par là, nous luttons sur des choses, les principes fondés de l'Afrique, c'est-à-dire des peuples matriarcats, sédentaires, monothéistes, redeviennent aujourd'hui les peuples polythéistes, patriarcat. C'est-à-dire on nous impose une vision porteuse et tout cela est joué par les médias africains. Qu'est-ce que jouent les médias? Les médias entrent dans la machination de tromper le peuple tous les jours. Les médias disent au peuple les mêmes choses. Les médias apportent au peuple les mêmes choses. Et le peuple finit par croire ce que disent les médias que de ce que nous vivons dans notre pays. Nous luttons pour la paix, nous sommes dans les combats de la paix, mais malheureusement, nous continuons aller dans de mauvais sens. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, que l'ONU puisse décider de leur façon, parce qu'ils sont là-bas à l'ONU, ne veut pas forcément dire que c'est la réalité de ce que nous on vit chez nous. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas se soulever tant qu'on n'a pas encore un combat civilisationnel. Parce que moi, je crois que nous souffrons encore de l'amour du prochain. Mais nous allons chercher toujours à croire que si ça se décide à l'ONU, c'est forcément ce qui se passe à travers dans le monde. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, ce que je peux dire en sortant, parce que je ne veux pas m'éterniser dessus, parce que je crois que notre problème est majeur. C'est l'amour du prochain. On a pu ça en Afrique. On ne s'aime plus. On peut venir avec des thématiques tous les jours, mais tant qu'on ne puisse pas savoir que celui qui dort près de nous est celui qu'on doit regarder, si c'est levé le matin, il y a un sérieux problème. Nous partons encore avec des gens qui veulent nous faire croire que ce qui se passe au Moyen-Orient est forcément ce qui se passe en Afrique. On n'a pas le même problème que le
Moyen-Orient. On n'a pas une même éducation, une même culture. Pourquoi on veut nous adopter avec la culture du Moyen-Orient? On a une culture africaine. Nous sommes des peuples matriarcats, comme l'a si bien dit N'Djamena, et des peuples sédentaires. On ne peut pas quitter cela pour devenir comme le polythéisme veut. Et c'est ce que nous devons ramener d'abord autour de nous. Et dire aujourd'hui au peuple africain que le temps est arrivé de prendre notre destin en main. Le destin est quelque chose qu'on arrache. On ne peut pas aller chercher le destin en croyant que c'est l'Occident qui va venir nous délivrer de ce qui se passe en Afrique. L'Occident essaie de manipuler les Africains, nous diviser pour mieux régner. Mais si nous continuons nous-mêmes à jouer à ce jeu, ça veut dire que nous donnons l'autorité à l'Occident d'être dans nos mémoires. Parce que la nouvelle forme d'esclavage est dans la tête. C'est ce que font les multinationales occidentales. Regardez aujourd'hui Bolloré, Arriva, Bouilly, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ont créé une nouvelle forme d'esclavage, envoyer nos enfants nager par l'eau. Comment on peut instituer aux gens que vous allez nager de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Europe pour être sauvés? Alors qu'on peut éduquer ces gens-là, les ramener à la logique. Mais non, c'est parce qu'aujourd'hui, ces formes-là sont que tout le monde doit se retrouver en Europe, servir l'Europe pour mieux que l'Europe vienne occuper l'Afrique. Mais nous devons être dans la conscience, l'éveil. Et c'est cet éveil-là que nous, on continue à ramener au peuple africain, peuple couche, peuple kamite, en leur disant que on ne peut pas accepter être replongé à une nouvelle forme d'esclavage moderne aujourd'hui. Vous, Monsieur Fumogota, merci. Monsieur Bertrand Tatinda, on sort de cette question avec vous, justement, en ce qui concerne le communiqué des Nations Unies concernant la lutte contre le terrorisme. Je veux d'abord dire, Madame Siké, que mes copanélistes ont été extraordinaires. J'ai beaucoup aimé la démonstration de Monsieur Youm, du grand frère Luc Michel, Youmbi, de Monsieur Ngota, Yonja et de Monsieur Timba. Ils ont été extraordinaires. C'est-à-dire que je veux reprendre un peu ce qu'ils ont dit. Nous, les véritables panafricanistes, les nationalistes, nous rejetons tout ce qui est ONU. L'ONU ne vaut plus rien. L'ONU doit se réformer. C'est terminé. C'était du blabla. Qu'est-ce que l'ONU va faire? C'était une réunion. D'ailleurs, c'est la Chine qui présidait le Conseil de sécurité, elle va le dire. Parce que c'est la Chine, ils n'ont pas un passé colonial. Bon, on écoute. Et puis, quoi encore? Mais l'ONU doit commencer par respecter sa charte. L'ONU respecte sa charte. C'est du gangstérisme à l'ONU. Quelle est cette histoire où vous avez que c'est un pays, effectivement, qui décide, eux, d'être les parrains et les patrons de la diplomatie du monde? On a un droit de veto. Au nom de quoi nous avons un droit de veto? Oui, vous avez gagné la Deuxième Guerre mondiale. Mais les temps ont beaucoup changé. Les temps ont beaucoup changé. Résultat des courses, ça a amené d'autres pays à se doter de leur droit de veto. L'arme nucléaire. C'est-à-dire que le jour où l'Inde a fait exploser sa bombe atomique, le Pakistan s'est senti en insécurité. Et le Pakistan s'est dit, si je ne fais pas exploser la mienne, je ne suis pas dans un rapport de force équilibré avec l'Inde. Et les scientifiques pakistanais se sont mis au travail. Quand ils ont fait exploser la leur. Mais parler des problèmes du Pakistan, blablabla, bla, 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 ils ne vous regardent pas. Ils ont leur droit de veto. Mais c'est l'ONU. Une organisation qui ne respecte même pas, comment je vais dire, sa charte. Et qui a généré, je vais dire ça, c'est-à-dire que cette course effrénée à l'armement et, comment je vais dire que, et à toute la crapulerie du monde. Qui a assassiné les nationalistes camerounais? C'est l'ONU. Autre chose, les concepts me gênent. Il faut lutter contre quoi? Le terrorisme ou les terroristes? Il faut définir. Lutter contre le terrorisme, ça ne veut rien dire. Parce que c'est chacun qui définit son terroriste. Monsieur Obama, il était terroriste? Oui, pour moi. Monsieur Sarkozy, c'était un terroriste? Oui, pour moi. Sauf qu'ils ont été des terroristes intelligents. Ils sont allés chercher des permis de tuer, des couvertures juridiques du crime. Ils sont allés détruire un pays comme la Libye. Donc, ce concept-là, qui les définit? On voit encore, effectivement, que c'est l'Africain qui est le dindon de la farce. C'est comme démocratie, on vient lui brandir ça. Terrorisme, bonne gouvernance, développement. Mais pourquoi l'ONU ne se penche pas sur ce nazisme monétaire? Et là, j'ai été trouver la démonstration de M. Timba très intelligente et très intéressante. Mais l'ONU ne le sait pas. Quand vous avez 14 pays africains qui sont réduits à être des sous-multiples d'un petit pays en totale perte d'influence, la France. L'ONU ne sait pas ça. Dans quel monde on vit là?
Et c'est une organisation, l'ONU, c'est Organisation des Nations Unies, avec pour principale mission de maintenir la paix. Quelle paix il peut y avoir dans le monde quand véritablement 14 pays sont entre guillemets des sous-préfectures dans notre pays. Et ce pays fait tout ce qu'il veut. Je prends un exemple simple. En Afrique, 1960-1990, près de 400 coups de force, intervention militaire, intervention diplomatique, assassinat de chefs d'État par la France. Et dans un pareil climat de violence, de terreur, d'assassinat, de crimes, qu'est-ce qu'on peut bâtir? Et ce sont les mêmes qui se retournent vers les chefs d'État. Vous n'avez pas suffisamment donné d'eau, d'électricité, vous êtes des idiots, vous ne valez rien, vous ne développez pas vos pays, c'est de la mauvaise gouvernance. Regardez dans quel climat on demande aux gens véritablement d'apporter le développement. Monsieur Timbala a expliqué. Alors, tous ces responsables politiques français de la 5e République, en commençant par ce criminel qu'on appelle De Gaulle. Pour la France, c'est l'homme du 14 juin. Pour nous, c'est un gros criminel avec les focards. Ce sont des terroristes? Oui. Vous voyez donc que définir ces concepts-là, c'est chacun qui doit le définir. Il faut déjà qu'à l'ONU, on s'entende sur les concepts. Voilà. Ce n'est pas, je veux dire que le monsieur que j'entendais parler là, il faut que les États se... C'est quelle hypocrisie ça? Deuxièmement, est-ce qu'au sein d'une organisation des Nations Unies, un État peut négocier avec les terroristes? Question. À mon avis, non. Washington vient de signer un accord de paix avec ceux que eux, ils définissent comme terroristes. Avec les talibans, Washington nous a expliqué que ce sont des terroristes. On va détruire, comment je veux dire, l'Afghanistan parce qu'on veut chasser les talibans. Mais pourquoi aujourd'hui ils négocient? Donc la raison pour laquelle on allait véritablement détruire l'Afghanistan n'était pas la bonne raison, parce que l'ONU appuyait et nous expliquait qu'effectivement, on donne, comment je vais dire, que mandat à Washington d'aller en guerre. Washington va en guerre, Washington va lutter contre le terrorisme. Subitement, on négocie avec les talibans au point où c'est le négociateur taliban, le chef de la négociation taliban, qui explique, que je veux des négociations directes. Et ça a été une négociation directe à haut niveau entre M. Trump et le chef taliban. Et surtout, c'est lui qui dit aux Américains de ne surtout pas violer l'accord. Donc, c'est le terroriste à la limite même, comment je vais dire, qui est devenu, comment je vais dire, l'agent principal de la négociation et qui est reconnu internationalement aujourd'hui. L'ONU voit tout ça. C'est quel simagrée ça? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Deuxièmement, les terroristes, c'est pour ça que je dis qu'il faut définir les concepts, mais ils sont armés. Qui les arme? Mais ce monsieur qui présidait la réunion de sécurité, les États doivent lutter contre les terroristes. Mais lui ne se pose pas la question que les États doivent lutter contre les terroristes, mais les terroristes sont puissamment armés. Et la quasi-totalité des pays africains dont on demande de lutter contre le terrorisme ne fabriquent pas d'armes. Mais ils ne se retournent pas dans la salle et disent, Washington, comment se fait-il que vos armes se retrouvent entre les mains de ces terroristes? Demande pas à la France, à la Grande-Bretagne, à la Russie, même à la Chine. Mais ce bal masqué d'hypocrisie, c'est pour ça que nous disons, si l'ONU ne se réforme pas, et le président de la République a été sage l'année dernière, lui c'est un chef d'État. Il a, comment je vais dire, des termes, comment je vais dire, de chef d'État. Il parle comme un chef d'État. Moi, je ne suis pas un chef d'État. Et dit que si cette histoire-ci ne se réforme pas, c'est terminé. Moi, je veux même aller plus loin. J'ai demandé aux nouveaux émergents, en connexion directe avec l'Afrique, de mettre sur pied une nouvelle organisation de maintien de la paix. Avec ces concepts-là, comment je vais dire, redéfinis, avec les Africains au centre et au cœur. C'est 1,3 milliard d'habitants d'Afrique. Ben ouais, c'est une jeunesse de 600 millions de personnes. Ce sont les nouveaux consommateurs de demain. On te dit, dans 30 ans, l'Afrique aura 700 millions de personnes de classe moyenne. C'est-à-dire qui vont tirer la croissance mondiale. Quelqu'un de classe moyenne, c'est quelqu'un qui a besoin d'une voiture, qui a besoin véritablement que ses enfants aillent dans une école de qualité, qui se soigne avec un minimum de moyens, qui mange bien, qui va en vacances véritablement et qui investit, qui se construit un domicile. Vous voyez ce que ça peut attirer véritablement comme influence sur l'activité économique dans le monde? Mais alors, cette Afrique-là ne doit pas être au centre véritablement de tous les enjeux, même de tous les concepts.
C'est pour ça que pour nous, ça a été véritablement une fumisterie, un véritable cirque. Ça ne nous intéressait pas. Par contre, le dernier sommet de l'Union africaine a été relativement un peu intéressant. Parce qu'on va réveiller les vieux rêves de Sirte. Il a été question de réveiller le Fonds monétaire africain. Oui. Ça a été très intéressant. Oui. Pour la première fois, je me suis dit, ils se sont réunis. Vous connaissez toute ma détestation sur le président de l'Union africaine à l'heure actuelle, Mme Siké, M. Al-Sisi. Moi, ouais, c'est un terroriste même lui. Il a évacué la place Tahrir, 1000 morts. On appelle ça quoi? Washington a couvert. L'ONU s'est tue. Ces 1000 morts, ils voulaient vivre. On ne les défend pas? Donc, voilà. Donc, ils ont réveillé une idée de la nouvelle armée africaine. C'est intéressant, véritablement. C'est ce vaste marché commun. Mais à l'intérieur, vous avez des terroristes qui sont soutenus par un certain nombre de pays, dont ce monsieur qui faisait en fait la réunion au Conseil de sécurité n'ose pas l'ouvrir. N'a pas daigné véritablement s'adresser à ces pays-là et dire que on ne peut plus continuer comme ça. Alors, que doit faire donc l'Afrique? Grande question. Que doit faire l'Union africaine? Grande question. Que doivent faire véritablement les dirigeants africains? Que doivent faire les peuples africains? Parce qu'il ne faut pas regarder l'ONU. À la limite, il faudrait mettre la pression sur notre organisation, comment je vais dire panafricaine, l'Union africaine. Il ne faut pas regarder l'ONU. L'ONU réglera jamais vos problèmes. Donc, il faut regarder ces grandes organisations panafricaines et voir dans quelle mesure, effectivement, il faut se faire harakiri. La première des choses, il faut se doter d'une industrie militaire. Quel est ce continent? J'ai parlé de sa richesse humaine. Je peux parler de sa richesse géologique, de sa richesse dans tous les niveaux, même en termes de position géostratégique. Mais vous ne fabriquez pas d'armes. Madame Siké, la paix vient aussi du fait que j'ai une arme de destruction aussi dangereuse que la vôtre. Et nous sommes obligés d'aller sur la table de négociation. Donc les rapports de force peuvent aussi équilibrer et pouvoir amener la paix dans le monde. Quand les gens expliquent que l'invention de la bombe atomique a été une grosse erreur et une mauvaise chose, moi je dis souvent non. Parce que immédiatement, quand Washington va le faire exploser au Japon, eh bien, les scientifiques russes vont se rendre compte que cette histoire-ci, si on l'a pas, et ça va développer véritablement, en quelque sorte, un cercle relativement fermé de personnes qui ont réussi à se neutraliser et s'octroyer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit de veto. Donc l'Afrique doit relativement s'armer, l'Afrique doit s'unir. Monsieur Timba a effectivement eu une idée géniale en disant que oui, il faut pas, quand on parle de terrorisme, c'est en quelque sorte du terrorisme djihadiste, mais c'est les Occidentaux en fait qui font ce raccourci rapide parce qu'ils ont des problèmes d'intégration avec ce qu'on appelle les derniers arrivants, c'est-à-dire les peuples arabes. Et en France, généralement, quand on ne veut pas expliquer, quand on n'arrive pas à expliquer ces échecs sur le plan économique, c'est-à-dire qu'on ne veut pas expliquer qu'on n'arrive plus à donner de l'emploi à des jeunes Français, on est dans cette incapacité-là, et bien on fait ce glissement rapide, on fait monter les extrêmes et on explique tout simplement que toute la misère du monde nous vient des Algériens et de ces Marocains qui arrivent véritablement dans notre pays pour insécuriser la France. Mais on ne fait pas le lien de ce que la France gagne en Algérie, de ce que la France gagne au Maroc et relativement au Maghreb. Voilà, Madame Siké, ce que nous pensons de cette histoire. Ça a été pour nous un véritable cirque. L'ONU ne nous intéresse plus. Nous ne daignons même pas perdre le temps. Je n'ai même pas lu la déclaration, Madame Siké, parce que c'est du blabla habituel. Les mêmes sont là. Demain, Washington, quand Yaoundé dira de nous livrer les terroristes qui financent la guerre dans le Nozo, Washington va vous dire, expliquer que ils ont un statut de réfugié politique chez moi. Donc, vous voyez que c'est chacun qui définit ce que c'est que son terroriste, qui combat son terroriste, qui désigne le terroriste. Bref, donc ça, c'est une véritable idiotie. Monsieur Bertrand Tatine. Alors on va aborder la seconde partie, dernière partie aussi de notre thématique, le cas spécifique justement du Cameroun. À quel niveau ce communiqué des Nations Unies interpelle voilà, le Cameroun? Sommes-nous dans un cas de terrorisme au Cameroun? De toutes les façons, encore un cas de déstabilisation. On va en parler avec nos invités. Je vous propose, chers téléspectateurs, ces éléments qui vont nous permettre de planter le décor. Ensuite, on revient pour le débat.
Pour certaines personnes et entités de la sphère politico-médiatique, la dynamique socio-politique actuellement vécue au Cameroun, en dépit ou plutôt grâce à ces épisodes parfois dramatiques, se présente comme une opportunité à saisir à tout prix, et surtout au prix du mensonge et de la délation, pour se bâtir une autorité à l'échelle internationale. Dans les rangs de cette engeance en mal de reconnaissance, se recrutent des journalistes de tous les rangs et grades, dont les papiers de minable consistance sont plus des ramassis de mièvres à fabulation que de véritables comptes rendus de faits recoupés et attestés. Dans cet agrégat de mal intentionnés se comptent également des experts et spécialistes locaux ou étrangers, tous diplômés ex-Cameroun, de curieux personnages qui trouvent en nos malheurs un terreau à leurs funestes élucubrations. Il en est ainsi les observateurs télécommandés, dont l'opaque cécité n'a d'égal que la capacité à tronquer la réalité. Que dire alors de ces humanitaires dont le sens des affaires jamais n'aura autant été affûté? Décidément, le Cameroun est un filon rentable. Comme des charognards formant cercle au-dessus d'un champ de bataille, c'est à qui vociférera le plus fort, c'est à qui mentira de la manière la plus éhontée. L'on soupçonne même un député d'insignifiante envergure, si ce n'est d'être européen, de se mêler lui aussi de cette danse macabre autour de nos sépultures. De leur avis à tous, le Cameroun n'a pas encore assez souffert de la noblesse unitaire de son peuple, ni assez cher payé son refus de se mettre au pas de la mondialisation hégémonique. Les attaques contre les civils et les militaires engagés dans la construction des infrastructures de développement, les tentatives d'imposer d'un voile d'ignorance sur notre jeunesse, la destruction de pans entiers du tissu économique, la fabrication d'épopées sanglantes pour faire intervenir les forces étrangères, toutes ces menées visent un seul double objectif, à savoir retarder l'essor économique du Cameroun et infliger à nos populations les affreux tourments de l'indigence intellectuelle, sans oublier les inqualifiables souffrances de la détresse matérielle. Il va sans dire qu'en favorisant la manipulation et l'ensauvagement des communautés cibles, l'enténèbrement découlant de cet état de misère généralisée facilitera la mise en pièces du Cameroun. Après s'être attaqué à nos institutions, à nos populations, à nos forces de défense et de sécurité, ces pyromanes d'un autre genre entreprennent dès à présent d'allumer le feu de la haine entre de paisibles éleveurs, peuls, je voulais dire, et les hordes de mercenaires criminels qui écument nos régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà bien des incitations à l'épuration ethnique qui méritent d'être fermement condamnées et sévèrement châtiées. Juste pour rappeler que l'insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest est consécutive à des contrats signés entre des fonds spéculatifs qui misent sur les ressources naturelles de ces régions et des compatriotes avides d'argent établis tous à l'extérieur. Il s'agit donc de la vente d'un territoire et de ses richesses, toutes choses que l'on ne possède pas. En d'autres circonstances, pareil acte serait qualifié d'escroquerie s'il n'était à l'origine des innommables violences perpétrées par ces stipendiés. Notons cependant qu'au fur et à mesure que se précisent les contours de ce bal de prédateurs, désormais démasqués, il faut le préciser, les populations des 10 régions administratives du Cameroun, unies et solidaires, rejettent en bloc l'anathème que l'on voudrait leur imposer. La patrie vaincra, la nation triomphera. À samedi prochain. Parce que nous en avons bien besoin. Son discours de l'autre jour est celui d'un dangereux comment on appelle les gens qui mettent pyromane. Très dangereux pyromane, là où les Camerounais attendent des sapeurs-pompiers. Pour une fois de plus, disons, il a raté l'occasion d'être un pompier ou alors de se taire. Monsieur le ministre, je vous envoie ce message. En ce qui concerne vos accusations gravissimes sur les 5 milliards que nous aurions reçus,
une seule chose. Vous mentez. Vous mentez, monsieur le ministre. Je vous mets au défi d'apporter le moindre début de commencement de preuve de cette affirmation facile à prouver. Après, on saura quoi se dire. Mais nous n'avons pas besoin, aujourd'hui au Cameroun, d'être encore plus une société où il y a des morts propres à qui on envoie des condoléances et les autres morts, pourtant tous des Camerounais, pour lesquels on cherche des boucs émissaires, pour ajouter à d'autres morts. Moi, je fais partie des Mothers of the Nation. Une maman aime tous ses enfants. Les policiers, les gendarmes, les gendarmettes, toutes ces morts n'en sont pas moins mes enfants. Les civils aussi. Les bébés qu'on tue sur le dos des mamans. Tout ça, ce sont nos enfants. Et ils méritent le respect absolu de leur vie, de leur droit à la vie. Ce qui ne semble pas être le cas de l'attitude de monsieur le ministre à Tangandji et malheureusement de tout le gouvernement qu'il représente. Assez. Les Camerounais souffrent énormément. Ils vont de douleur en douleur. Nous avons fait des propositions pour un retour à la normale au Cameroun, mais ce n'est certainement pas avec des gens ou des propos comme ceux tenus par monsieur le ministre à Tangandji qu'on va y arriver. Il est temps de chercher des gens qui ont des paroles de paix, des paroles d'apaisement, des paroles de rassemblement. Parce que la personne qu'il représente et qu'il a nommé là, et qui est monsieur le président de la République, doit incarner l'unité. L'unité de tous les Camerounais. Assez pour cette fracture de plus en plus béante du tissu social. Madame la directrice exécutive l'a dit, vous n'aurez aucun rapport suite à votre interpellation du REDAC. Voilà, merci donc pour ces éléments. Je vais commencer avec vous à Yaoundé, M. Fomogota. Justement, on a donc suivi ces extraits. Vous avez également certainement suivi dans les jours précédents l'extrait, ou alors le communiqué du ministre de l'administration territoriale qui a été bien évidemment cité. En tout cas, ces extraits-là résument aujourd'hui la situation du côté du Cameroun, le pays qui semble donc être divisé. Monsieur Fomogota, comment est-ce que vous aujourd'hui vous pouvez qualifier le climat qui sévit du côté du Cameroun et bien évidemment la question autour de ce communiqué des Nations Unies? Est-ce que, puisqu'on parle de terrorisme ou alors tentative de déstabilisation, apologie du terrorisme, est-ce que le Cameroun aujourd'hui, face à cette situation, est concerné par ce communiqué? Le Cameroun fait-il face à des actes de terrorisme ou alors de tentatives de déstabilisation? Alors, je dirais d'abord que tout d'abord, moi je suis très content de ce qui se passe parce que si les Nations Unies ont donné raison aujourd'hui au Cameroun, pourquoi? Parce que quand on demande ceux qui attendaient la déstabilisation, attendaient le mot d'ordre de dire que le Cameroun est condamné ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, nous voyons comment les Nations Unies redonnent du blason à l'État du Cameroun. Tout d'abord, j'aimerais dire, comme l'a dit quelqu'un, le Cameroun est en faiblesse en ce moment parce que l'autorité de l'État ne se fait plus reconnaître. Je n'ai jamais vu dans un pays où un ministre qui est en charge de l'administration territoriale s'exprime pour recadrer les choses et se faire retoquer par n'importe qui et par n'importe quel individu. Nous savons qu'aujourd'hui, pour avoir une carte presse, elle est délivrée par l'État. Et personne ne peut mener une déontologie de la communication dans une nation pour démolir le vivre ensemble ou l'unité nationale. Et lorsque le ministre recadre les choses, c'est tout le monde qui se permet. Lorsque j'entends Madame Alice Com, qui elle a brandi
les institutions camerounaises et la justice. Nous ne sommes pas dans un pays homosexuel. Elle qui soutient officiellement les homosexuels dans un pays où la loi interdit l'homosexualité s'exprimer. Nous savons qu'elle a été dans des réunions en Allemagne où il y a eu des cotisations d'argent pour acheter les armes pour détruire le Cameroun. Alors nous disons que ce Cameroun où le président Biya a donné la liberté d'expression et que les Camerounais ont pris dans le libertinage est en danger parce que la République a plus besoin de se renforcer en ce moment. Quand j'entends ce valeureux soldat militaire, colonel de son état, s'exprimer avec ardeur pour parler de la nation, pour parler des effets de la nation, pour parler du volume de la nation, j'ai fini par me rendre compte que toute conspiration qui est menée au Cameroun aujourd'hui n'aura pas de place parce que la République reste debout. Nous restons un peuple matriarcat, comme l'a si rappelé N'Djamena, et que nous voyons notre armée, parce qu'un pays qu'on veut déstabiliser est dans la perte de confiance de l'armée. Autant de fois les gens veulent déstabiliser le Cameroun, autant de fois l'armée ne fait que contribuer à la confiance avec la vie politique camerounaise. Et aujourd'hui, nous disons que notre pays est dans le sens où tout le monde veut vendre ce gâteau. Vous voyez donc que les intellectuels, les autodidactes, les voyageurs, tout le monde se prétend être le propriétaire du titre foncier du Cameroun, sans regarder les institutions ni celui qui les garantit. Aujourd'hui, on croit que la brutalité, la violence, l'imposture est plus organisée que l'État souverain. Je veux dire aux Camerounais une chose. Dans ce pays, on ne peut pas changer le Cameroun d'aujourd'hui qui a versé son sang dans les années 40, 60, 50 pour l'indépendance. Et qu'aujourd'hui, on voit des gens qui n'ont pas participé à l'évolution du Cameroun, à la vie active, politique ou sociétale, croient que le fait de traverser la Méditerranée, on devient un centre d'intérêt. Où nous voyons des intellectuels qui attisent la haine, qui veulent mettre le Cameroun sur un plateau que le Cameroun les appartient. Je veux dire aux médias, parce que moi j'accuserai toujours les médias camerounais qui ne veulent pas apaiser et ramener la paix au Cameroun. On situe le Cameroun sur une histoire Paul Biya Kamto, sur les médias. Paul Biya Kamto, ça n'existe pas. Il n'y a pas une bagarre politique, il n'y a pas une bagarre institutionnelle. Paul Biya reste le président du Cameroun, le professeur Maurice Kamto reste un homme politique, mais un homme politique qui a perdu ses capacités parce qu'il s'est imaginé que la politique était l'enseignement. En politique, on ne refuse pas d'aller en action. Lorsqu'on ne va pas en action, on est déjà oublié. Mais lorsqu'on ne veut pas se faire oublier et croit qu'on doit être maintenant radical parce qu'il faut exister, je crois qu'on n'a pas compris le Cameroun. Parce que si le président Biya n'était pas un rassembleur, il ne serait pas à 38 ans de pouvoir. Parce qu'un homme qui est insulté, condamné tous les jours, je crois que tous les Camerounais seront en prison. Mais c'est parce que cet homme est doté d'une capacité à rassembler, à ramener les Camerounais dans la paix. Parce que lui, il a ce concept de l'unité nationale. Parce qu'il a grandi avec, parce qu'il est ancré en mouvement à 29 ans dans l'unité nationale d'Amadou Ahidjo. Et que vous devez comprendre aujourd'hui que nous, autres Camerounais, on doit être à la hauteur des exigences. La nation prime au-dessus de toute opportunité. La nation prime au-dessus de tout individu. Et si aujourd'hui, on ne veut pas être dans la connotation de notre spiritualité, on est en pertinence de spiritualité africaine, de culture et de tradition, c'est pourquoi nous voyons les petits-enfants insulter les vieux, les enfants insulter les vieillards, et on croit qu'on va construire un Cameroun d'une identité insultante, d'une identité brutale. Moi je dis non, revenons à la raison et regardons où le Cameroun va, parce que nous sommes dans le centre d'intérêt du monde. Le monde aujourd'hui veut se partager un gâteau qui est encore vierge. Et si tout le monde croit que c'est la meilleure façon de manipuler ou de collaborer, parce que la collaboration est historique au Cameroun depuis 1958 avec Aruna Njoya qui a trahi son meilleur ami André Marimbida, depuis 1958 où Maï Matip a trahi Oumiobe, depuis 1970 où Monseigneur Dormo a trahi Wandji, depuis 2019 que Maurice Kamto trahi Paul Biya qui l'a pris. Et moi je crois que on est dans un système de collaboration à outrance qui n'a rien à voir avec un débat politique ou l'organisation de la paix sociale au Cameroun. Je vous remercie. Dans votre avis sur cette question? M. Fumongota était extraordinaire. Déjà, moi, les deux communications, il y a une qui m'a relativement choqué. Laquelle? Je prononce par le nom de la dame. Elle m'a relativement choqué parce que elle n'est pas sortie, elle ne s'est pas exprimée quand on va sauvagement assassiner certains éléments de nos forces de sécurité. Elle ne s'est pas exprimée.
Elle ne s'est pas exprimée quand on va sauvagement assassiner certaines femmes. Elle ne s'est pas exprimée quand le 8 mars, on va commettre un attentat quand des femmes, en fait, célébraient la journée internationale de la femme. On n'a pas à donner des leçons aux femmes et dire que vous devez célébrer votre façon. Mais ce jour, on doit au moins avoir une pensée pour la femme. Elle s'exprime parce que, le ministre de l'Intérieur est sorti de ses gonds et il a expliqué que certaines ONG du Cameroun ont reçu des financements. Oui. Il n'a pas expliqué que le REDAC a reçu 5 milliards. Que certaines ONG ont reçu des financements. Et ces ONG, en fait, qui sont un peu parrains de ces histoires-là, ont reçu relativement 5 milliards. Je peux donner le nom. George Soros, en 2010, via sa fondation, vote 100 millions de dollars à Human Rights Watch. C'est 5 milliards. 100 millions de dollars. C'est 5 milliards. 5. Ouais. Ben, je veux dire que à 1 dollar à 500 francs, on arrondit. Ça peut être, vous savez, le cours du dollar varie. Presque 5 milliards. Bien sûr. Voilà ce que le ministre dit. Deuxième des choses. Moi, je ne veux pas faire polémique aussi avec la deuxième communication. Nous sommes dans un état de droit où il y a des règles. Si la loi demande à ce que les associations, les ONG, fournissent leur rapport d'activité, et je crois que la loi le demande, vous fournissez pas le vôtre, le ministre tirera toutes les conséquences. Vous irez certes pleurer dans les cuisses de la représentante de l'Union européenne sur Yaoundé, vous irez pleurer au Parlement européen parce qu'on voit déjà, nous connaissons qui sont les connexions derrière cette histoire. C'est votre problème. C'est votre problème. Dans tous les pays, les ONG, vous fournissez les rapports d'activité. Si vous êtes transparent, si vous êtes une ONG transparente, si vous avez des financements licites, mais vous cachez quoi? Vous dites au ministre, voilà nos rapports d'activité, voilà nos financements les plus licites. Le ministre prend acte et puis, effectivement, il vous reconduit votre agrément. Vous défiez l'autorité de l'État et c'est ça que M. Timba parlait. Vous défiez l'autorité de l'État, et bien l'État en tirera toutes les conséquences. C'est juste un petit décret signé. Et ces histoires-là n'existeront plus. Le représentant de l'Union européenne pourra brailler. D'ailleurs, je vous rappelle qu'au Bénin, on a expulsé le représentant de l'Union européenne. C'est-à-dire, on lui a signifié, on l'a expulsé. Le président Kabila avait fait pareil, jusqu'à fermer la maison Schengen. Il vit, la RDC continue d'avancer. Donc, si des gens affabulent, on leur a donné des garanties, c'est-à-dire que, comment je vais dire, des lobbies homosexuels, maçonniques, on dit nous sommes derrière vous, on verra bien. L'autre chose, par contre, qui m'a plu a été la communication, en fait, de nos forces de sécurité. D'ailleurs, je profite avec beaucoup de respect pour saluer le colonel Atonfak. C'est un grand militaire, nous sommes fiers de l'avoir comme responsable de communication. Et là, il a tout expliqué. Madame Siké, nous n'allons pas bouder notre plaisir. C'est sur cette chaîne pour la première fois qu'on va expliquer que cette histoire, au-delà d'être une aventure de criminel, c'est une aventure commerciale. C'est sur cette chaîne. Nous allons donner le nom de Zulfikar Rachid, voyou de la première espèce, qui spécule en bourse sur des territoires qui ne lui appartiennent pas. On va donner le nom de l'entreprise. C'est ici sur cette chaîne. À l'époque, tout le monde rigolait. Que quoi? Qu'est-ce que vous dites là? Mais vous êtes des braillards. Non, nous ne sommes pas des braillards. C'est-à-dire que des individus comme Akwanga. Sur cette chaîne de télévision avec Bachir, j'ai donné le parcours d'un Akwanga. Vous savez où il a voulu vendre cette histoire? Il a voulu vendre cette histoire à Genève. Vous savez pourquoi il ne le fait pas à Genève? C'est un certificat médical. C'est-à-dire que quand il veut vendre cette histoire, c'est-à-dire que monter une ONG bidon, monter une organisation et vouloir que toutes les organisations internationales de Genève, en fait, adhèrent à cette, comment je vais dire, aventure machiavélique, eh bien, on lui demande, M. Akwanga, si vous avez été relativement torturé au Cameroun, c'est un certificat médical qui va l'attester. Et nous avons ici, sur Genève, en fait, une certaine expertise médicale qui veut que, si vous avez suivi les sévices, même il y a 30 ans, nous allons le découvrir sur votre corps. C'est ça qui fait fuir ce monsieur. Et par quel moment il se retrouve aux États-Unis. Et c'est lui la première fois qui porte cette affaire des 43 000 km² du Nozo et qui va le négocier avec, comment je vais dire, que ce voyou, cette ordure qu'on appelle Zulfikar Rachid. Le colonel le dit aujourd'hui. Si le colonel le dit, c'est que c'est confirmé. Sur cette chaîne de télévision, j'ai donné le numéro de téléphone bidon et l'adresse bidon.
utilisée par cette entreprise. Elle était basée soi-disant à Calgary. J'ai un ami qui est à Calgary. Je lui ai demandé de faire vérifier. Il m'a dit, monsieur Tatinda, ça sonne, personne ne répond. C'est-à-dire que c'est une adresse, ça n'existe pas à Calgary. Ça n'existe pas. Le numéro de téléphone ne répond pas. Alors, je lui ai dit, ben, moi, sur les coordonnées de cette entreprise, voilà le numéro de téléphone que moi j'arrive à voir du Cameroun. Comment ça n'existe pas? C'était Calgary au Canada. J'ai un ami, il suit l'émission très certainement. Donc, cette aventure criminelle, comment on fait pour expliquer à ces enfants qui sont encore cachés dans la forêt et qui sont dans des fantasmes que vous êtes les dindons de cette histoire? Vous êtes les dindons de cette histoire. Des crapules et des bandits sont allés s'enrichir aux États-Unis avec un statut de réfugié politique. Et des gens ont cru qu'une aventure comme ça pouvait relativement permettre de faire tomber le régime de Yaoundé en internationalisant le problème et en faisant ce qu'on appelle des rapports bidons vont Amnesty International. Mais on attend toujours les images satellitaires. Nous attendons toujours les images satellitaires parce que c'est devenu un mot pompeux, foireux, qui crédibilise, je veux dire qu'on croit crédibiliser une forme d'idiotie et de fantasme en expliquant les images satellitaires. J'ai regardé sur un site, comment je veux dire que, sur un journal américain, d'expliquer que voilà l'image satellitaire. Non seulement c'était une photo, parce qu'il faut définir ce qu'on appelle l'image satellitaire. Photo, bien c'est une vidéo ou un film. Il faut définir déjà ça. C'était une photo prise après de 10 000 mails d'attitude, Madame Siké. On distinguait que les points noirs. Et la photo essayait d'expliquer que le point noir que vous voyez là, ça ressemble à un casque de militaire camerounais. Voilà la preuve. Mais non, franchement, Madame Siké. Donc, qu'est-ce qu'il y a à débattre là? Tout est dit. C'est tout simplement une grosse conspiration qui a échoué, au-delà du fait que nous avons des insuffisances sur le plan qui peut nier. Notre administration est encore gangrénée par la corruption. Notre jeunesse a de gros problèmes d'emploi. Nous avons de gros problèmes internes. Mais qui n'a pas de problème interne chez lui? C'est une raison véritablement de vendre cette criminalité et cette histoire à nos enfants au point véritablement de les livrer à la mort pendant que des canailles aux États-Unis envoient leurs enfants à l'école et se sont considérablement enrichis dans cette histoire. Bah mais non, ça c'est n'importe quoi. Et comme on dit encore, l'autorité de l'État devra primer. Et le ministre Atanga dit, je crois que ces garçons, vous allez rencontrer garçons en face de vous, il n'hésitera pas. Si effectivement vous ne produisez pas les rapports d'activité, eh bien l'État prendra toutes les conséquences. Un petit représentant de l'Union européenne sur Yaoundé, eh bien il vous dira, je ne peux rien faire pour vous. Les temps changent, les rapports de force changent, les peuples changent. Chaque peuple aspire au bonheur. Merci à vous, Monsieur Bertrand Tatinda. Moubarak on vous rejoint en Djamena. Peut-être on aborde avec vous peut-être un domaine qui vous est bien spécifique. On parle de la communication, au-delà de ces ONG. Il y a également des médias. D'ailleurs, on a suivi aussi la communication du ministère de la Défense. Justement, les médias, certains médias sont indexés aussi, qui sont accusés de jouer ou alors de pactiser avec certains groupes qualifié de terrorisme. Merci. Alors on va poursuivre avec vous à Yaoundé, Monsieur Eyoum, toujours sur ce cas pratique, le Cameroun. Comment est-ce que vous qualifiez la situation que vit le Cameroun aujourd'hui, bien évidemment sur la base des extraits que nous avons pu suivre tout à l'heure? Merci Manuela. Je voudrais rappeler simplement que à la suite, j'aime bien comment Afrique Média, la rédaction s'est agencé les thématiques dans les débats, que ce soit le sujet d'accueil ou bien le sujet principal, parce que je trouve que ces sujets s'entrechevêtrent, se tiennent toujours. Et donc là, moi je partirais simplement de l'analyse du fait que tout à l'heure, on était en train de parler de l'hypocrisie, de la perfidie, pour reprendre les termes de Moubarak, pour reprendre aussi Monsieur Dominique Yamtimba, parlant du fait que le problème principal du terrorisme en Afrique, pour l'Africain, c'est simplement ce terrorisme qui lui est imposé au travers du système de la monnaie, par exemple, du franc CFA notamment, et également du fait que, en réalité,
en Afrique aujourd'hui, notre véritable problème, c'est l'État. Je voudrais dire que l'antériorité donc du système étatique dont nous avons hérité de la colonisation par rapport à la structuration d'une conscience collective en Afrique pose le problème aujourd'hui de ce que les Africains eux-mêmes ne savent pas où ils sont situés. L'ensemble des panélistes, des experts, et je voudrais louer d'ailleurs leurs interventions du côté du plateau central, ils sont revenus dessus largement. Je voudrais simplement dire qu'il est nécessaire aujourd'hui pour les Africains de construire ou de reconstruire cette conscience collective qui permettrait d'avoir des bases de valeurs sur lesquelles nous pouvons ensemble nous accorder et sur lesquelles nous pouvons travailler, marcher. Les autres sociétés, notamment l'Occident et l'Asie, ont déjà réussi à construire cela et peuvent aller à la conquête des autres continents désormais. Je voudrais dire que pour le cas du Cameroun spécifiquement, cela s'applique clairement. J'ai parlé tantôt de l'extrémisme qui donne naissance au terrorisme. Aujourd'hui, nous sommes exactement dans ce cas-là. Voilà des personnes qui se lèvent pour faire des revendications corporatistes et qui se retrouvent à aller prendre des armes pour continuer à vouloir imposer donc leur idéologie, leur projet politique à un gouvernement. Ce qui est interdit, injustifiable, je le rappelais au cours de l'émission d'hier, que l'Assemblée générale des Nations Unies, justement, et moi j'aime toujours prendre cette Assemblée à témoin, du moins sur le plan du droit international, parce que cela est important par rapport aux actions. Monsieur Dominique Yamtimba l'a rappelé, cela pourrait nous servir effectivement de levier ou alors de justificatif pour que nous puissions mener des actions qui permettent de garder notre intégrité territoriale au Cameroun. Donc, je disais que cette assemblée justifie ou alors parle du terrorisme comme étant l'ensemble des actes criminels qui, à cause des visées politiques, veulent s'imposer à un individu ou à un autre État au travers du meurtre ou bien au travers des menaces, et que ces actes sont considérés comme injustifiables, quelle qu'en soit leur cause et quelles qu'en soient les circonstances dans lesquelles ces actes sont commis. Donc, pour mettre la balle au sol ou alors remettre la balle au centre, comme on pourrait le dire, il faut se dire qu'aucun citoyen de quelque pays que ce soit dans le monde n'a le droit de prendre des armes contre le gouvernement de son pays. À partir de là, il est clair que nos frères au nord-ouest, au sud-ouest, n'ont pas le droit de prendre des armes pour pouvoir défendre des idées ou des opinions politiques, religieuses ou quelles qu'elles soient. Maintenant, je voudrais rappeler simplement que pour le cas du nord-ouest et du sud-ouest, faut-il le rappeler, partir d'une revendication, de 4 revendications, 6 revendications, 11 revendications, se retrouver à 21 revendications avec des revendications politiques à l'intérieur, il faut se dire qu'il y a forcément un agenda derrière. Lorsqu'on comprend le jeu et les enjeux derrière, on ne peut pas cajoler ce genre de choses. Et je rejoins mon aîné Bertrand Tatinda là-dessus. On ne peut pas cajoler parce qu'on a vu le jeu. Afrique Média est largement revenu dessus avec l'affaire Kilimanjaro Limited. Nous savons très bien ce qui se joue là-bas en ce moment. Nous savons très bien pourquoi certaines personnes insistent et ont même dépassé les limites. Moi, je pense que c'est au-delà du terrorisme aujourd'hui. Au point d'aller jusqu'à pouvoir tuer son frère, tuer son père, tuer sa mère, tuer sa soeur, tuer son voisin le plus proche, juste pour pouvoir justifier ou alors justifier la cause de sa lutte. Je pense que ce n'est qu'un esprit qui a été totalement corrompu par l'appât du gain qui a été promis ou alors qui a déjà été avancé, qui est capable d'aller mener ce type d'exaction-là. Maintenant, lorsque j'ai posé ces éléments, il faut se dire que dans un pays sérieux, on ne peut pas... Mon cœur saigne et j'ai honte à la limite. J'ai honte simplement parce que la dame qui est intervenue sur les éléments que vous avez diffusés tantôt pour introduire ce dernier sujet de notre débat de ce soir, cette dame, mon père, mon feu père a travaillé avec cette dame dans ce qui est considéré, notamment pour la partie francophone du Cameroun, comme le premier cabinet d'avocats
avec Maître Viazi, Pierre Aubrier à l'époque. Mon père a travaillé avec cette dame, Maître Alice Com. Et moi, je l'ai adulé. Je l'ai considéré, même après le décès de mon père, moi j'étais allé à son bureau, à Bonanjo, à Douala, pour essayer de la rencontrer. C'est une dame que je respectais, mais lorsque j'ai commencé à apprendre quelles sont les orientations de son combat, notamment le soutien aux homosexuels, elle en a le droit. Mais de vouloir l'imposer à la majorité, à la grande majorité de la population, c'est une autre chose. Chacun a le droit d'avoir ses orientations, qu'elles soient sexuelles, religieuses ou autres. Mais lorsque, dans la grande majorité, un pays a choisi de vivre d'une certaine manière et qu'une personne dans ce pays se lève pour vouloir imposer cet avis, cette idéologie, c'est encore là du terrorisme que Maître Alice comme pratique. Elle pourra peut-être qualifier ça de terrorisme juridique, terrorisme dans le droit, mais pour moi, je qualifie cela, comme mon grand frère l'a dit, chacun choisit son terroriste. Pour moi, elle est une sorte de terroriste. Je voudrais dire que cette dame, j'ai honte aujourd'hui. J'ai honte parce qu'après l'avoir adulée, qu'elle se mette, elle dit qu'elle se qualifie comme Mothers of the Nation. Mothers of the Nation, qui encourage les mariages entre personnes du même sexe. Elle ne peut pas être une Mother of the Nation. Ensuite, elle qualifie un ministre de la République de dangereux pyromane. Est-ce que c'est elle qui serait le pompier donc de service? Un pompier de service qui fait des réunions avec des terroristes en mondovision, dont les vidéos circulent un peu partout. C'est elle qui a mentionné les fonds qui ont été mis à disposition dans le but de renforcer le combat, la capacité des membres de la brigade anti-Sardinard qui aujourd'hui, au vu de leur modus operandi, n'ont rien de différent qu'un groupe terroriste ou qu'une organisation terroriste aujourd'hui. Est-ce que c'est elle qui peut constituer, qui peut être le pompier dans la situation du Cameroun? Elle va plus loin. Elle déclare clairement, fièrement, gaillardement, vous n'aurez pas de rapport. J'ai honte à la place de cette dame-là, juriste. Et cela nous amène encore à poser la question. Qu'est-ce que les intellectuels aujourd'hui africains peuvent nous apporter? Je suis désolé pour mes aînés qui sont sur le plateau central parce que eux, ils sont différents. Lorsqu'on voit ce qu'ils sont en train de déployer comme intelligence pour pouvoir solutionner les problèmes africains. Et que d'éminents juristes comme cette maman se mettent à dire à un ministre de la République, quelle est la définition d'une république? De dire à un ministre de la République, vous n'aurez aucun rapport. En tant que qui? Et quel est l'exemple donc qu'elle donne à des étudiants en droit qu'elle peut avoir sous sa coupe? Quel est l'exemple qu'elle donne à des jeunes comme moi qui l'ai adulé hier par rapport au respect de la République, la res publica, la chose de tous? Je voudrais simplement dire que pour faire une corrélation entre le premier thème, entre cette déclaration présidentielle adoptée à l'unanimité par le Conseil par les Nations Unies et le cas particulier du Cameroun, si les Nations Unies aujourd'hui veulent véritablement aider le Cameroun, il y a un certain nombre de choses simples qu'il y a à faire. Les États-Unis d'Amérique, membres du Conseil de sécurité, vous qui avez tenu cette réunion sur la sécurité et la paix en Afrique, comment est-ce que vous pouvez contribuer? Il y a un individu qui s'appelle Eric Tatotano. Il y a un autre qui s'appelle Ivo Tapantankou. Un autre s'appelle Ebenezer Akwanga. L'autre s'appelle Ayaba Cholukas. L'autre s'appelle Mark Barretta. C'est autant d'individus qui vivent aux États-Unis, en Suède, en Belgique et dans d'autres parties du monde et qui encouragent, qui ont donné l'ordre. Nous avons des évidences, des preuves suffisantes qui ont été rassemblées par Baristan Salai, un avocat au barreau aux États-Unis, qui ont été rassemblées par des éléments des forces de défense et de sécurité du Cameroun. Nous avons suffisamment d'éléments de preuve, d'évidence que ces personnes sont les véritables commanditaires de tous les meurtres qui se déroulent au nord-ouest, au sud-ouest. Nous avons suffisamment de preuves qui attestent que les médias, certains médias camerounais, des ONG, des partis politiques, des activistes sur la toile, des organisations comme la Brigade anti-Sardinard ont tout à fait été utilisées
et travaillent de concert dans le but de partitionner le Cameroun dans ce vaste projet qui a été décliné par mon cher aîné tout à l'heure de Kilimanjaro Limited, de partitionner cette partie du Cameroun justement qui fait partie de cette zone stratégique du golfe de Guinée qui représente 24 milliards de barils de pétrole en termes de réserves dans le monde, soit 4,5% des réserves du monde entier. C'est de la richesse énorme. De partitionner cet endroit, cette zone géographique tellement utile qui comprend plus d'1 million de tonnes de ressources halieutiques où toutes sortes de brigands viennent pêcher et toutes sortes d'étrangers viennent pêcher illégalement et emportent nos richesses et notre argent et notre pays n'en profite, nos pays n'en profitent jamais. Donc, il faut se le dire aujourd'hui, ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué pour le Conseil de sécurité ou les Nations Unies d'aider le Cameroun aujourd'hui dans ce cas spécifique, simplement en asséchant les sources de financement, en mettant hors d'état de nuire toutes ces personnes qui sont en train de commanditer les meurtres depuis les États-Unis, depuis l'Europe. Je voudrais peut-être conclure mon propos aujourd'hui en disant que, certes, la paix des braves a été établie au Kenya par Jomo Kenyatta et Raila Odinga, qui se sont serrés la main et qui ont choisi de jouer le jeu de la paix au détriment de ceux qui voulaient absolument qu'il y ait une guerre dans ce pays-là. Effectivement, nous pouvons parvenir à le faire dans notre pays. Mais lorsque nous savons que nos propres frères ont décidé, pour des ambitions politiques, pour des ambitions pécuniaires, ont décidé de vendre leurs âmes et sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs, on se demande aujourd'hui comment le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui lors du grand dialogue national a invité Erita Totano, tous ces commanditaires depuis les États-Unis ont été invités au grand dialogue national. Ils ont décliné l'offre. Les membres de la brigade anti-Sardina, à peine le 10 septembre, le président avait-il convoqué le grand dialogue national que le lendemain, le 11 septembre, ils ont décidé de faire un communiqué qui est passé en mondovision sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les chaînes de télévision, annonçant qu'ils rejettent ce dialogue-là, pour après classer ce dialogue comme étant un dialogue exclusif. Ensuite, ce même chef de l'État, au détriment de la loi même du Cameroun, de la logique même humanitaire, a décidé de gracier, d'accorder l'amnistie à tous ceux qui dans les forêts, ceux qu'on appelle les Amba Boys, ont décapité des Camerounais, des gendarmes comme des civils, ont mutilé des gendarmes comme des civils. Il a décidé de leur accorder l'amnistie. Ces gens-là, s'ils acceptent de déposer leurs armes, ils ne sont pas du tout condamnés. Et des centaines ont répondu à cet appel-là et se retrouvent dans les centres nationaux de démobilisation, désarmement et réintégration. Et beaucoup vont bientôt être employés. 60 jeunes de ce DDR vont être employés par la Camtel. Et de nombreux autres encore, une cinquantaine d'entre eux, vont être bientôt employés par le port autonome de Douala. Le travail est fait effectivement. Et ça fait partie également aussi des retombées du grand dialogue national que beaucoup passent le temps à présenter comme une rencontre qui a été inutile, qui a été futile. Je voudrais conclure ce soir, Manuel Asike, mon propos, en disant simplement que la nation africaine en général, camerounaise en particulier, ne saurait se construire sans un éveil des consciences, sans une reconstruction de la conscience collective africaine. J'en ai terminé. Merci à vous, monsieur Eyoum. On poursuit. Et à vous en une minute, monsieur Tatinda. En une minute pour effectivement mettre l'eau dans le moulin de monsieur Timba et dire que c'était justement la grande réflexion lors du dernier sommet de la CEAC. C'est de se dire que nous avons un grand voisin qui est le Nigeria. C'est 190 millions d'habitants. Donc si la CEAC réussit à taire ses antagonismes et à faire une véritable surface géographique, c'est-à-dire que en allant même vers une union monétaire, on peut véritablement s'adosser sur, comment je vais dire, que l'écho CEDEAO, pas l'écho de M. Ouattara, et à partir de ces deux monnaies-là, pouvoir partir de ces deux monnaies-là pour pouvoir même plus tard avoir une véritable unité monétaire au sein de l'Afrique. Donc,
il est clair qu'avec 1400 km de frontières terrestres et maritimes, le Cameroun a une chance extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souvent dit, si certains pays de la CEMAC veulent tirer le Cameroun en arrière, on peut tout simplement bâtir une coopération économique directe avec le Nigeria et pouvoir tirer notre épingle du jeu. Merci à vous, M. Tatina. M. Eric Yambi, peut-être aussi en une minute, peut-être un mot aussi sur votre ouvrage, Le Cameroun dans la géométrie des relations internationales. Vous parlez de pertes et profits des liens bilatéraux et multilatéraux. Oui, merci. Je vais m'appesantir plutôt sur cet ouvrage qui est sorti il y a quelques jours, qui pour le moment est un ouvrage numérique, Le Cameroun dans la géométrie des relations internationales, pertes et profits des liens bilatéraux et multilatéraux. Il est choisi exactement, n'est-ce pas, quelques partenaires bilatéraux avec lesquels le Cameroun a des relations privilégiées. Évidemment, en Afrique, j'ai choisi le Nigeria, le très grand voisin, et de même que la France, les États-Unis, la Chine notamment, c'est ces pays qui restitue suffisamment, n'est-ce pas, l'action internationale du Cameroun. Vous avez par ailleurs d'autres organisations internationales avec lesquelles le Cameroun s'exprime grandement. Il s'agit de l'ONU, il s'agit de l'Union africaine, la francophonie et j'en passe. Alors, pour avoir cet ouvrage, rendez-vous tout simplement sur le site www.leséditionsdelhorizon.com. Je répète, www.leséditionsdelhorizon.com ou alors rendez-vous sur YouTube et vous tapez Entretien avec Eric Yambi et vous aurez le lien. Merci. Merci à vous, Monsieur Eric Yambi. Le Conseil de sécurité réaffirme son attachement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique de l'État du Cameroun, conformément à la Charte des Nations Unies. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.